Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici au Musée de l'Homme dans l'auditorium Jean Rouch. Je suis André Delpuech, je suis le directeur du Musée de l'Homme. Et d'abord, je voudrais excuser Monsieur Pierre Dubreuil, le directeur général délégué du Muséum d'histoire naturelle, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir. Et on est entre nous. Je vais vous dire ça, il m'a prévenu un peu tardivement. Et moi-même, ce matin, j'étais sur les bords de la Méditerranée. J'étais à Marseille. Je suis rentré en fin de matinée sur Paris. Donc voilà, ça ne pouvait pas mieux tomber pour cette remise du prix donc, pour la promotion de l'enseignement et de la vulgarisation scientifique en Méditerranée. Évidemment, on est enchanté de vous accueillir ici. Hier soir, je discutais avec le président du MUCEM, du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. On est en train de voir les partenariats qu'on peut mettre en place ensemble parce qu'on a une histoire commune. D'abord, peut-être le savez-vous, peut-être le savez-vous pas, mais un bon nombre des collections qui sont aujourd'hui au MUCEM étaient avant ici au Musée de l'Homme. Et puis, évidemment, tout ce qui se passe sur les bords de cette Méditerranée, sur le nord, le sud, l'est, l'ouest, fait partie intégrante, évidemment, aussi de notre propre histoire ici au Musée de l'Homme et de manière plus globale au Muséum. Et vraiment, on est enchanté. Surtout quand il s'agit, en plus de promouvoir la vulgarisation scientifique et sa promotion. Ici, comme vous le savez, nous sommes un Musée de l'Homme qui est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et évidemment, on est adossé d'abord à des laboratoires, de nombreux laboratoires de recherche. Mais cette promotion de la culture scientifique, pour nous, est vraiment fondamentale. Et tous ces rôles de médiation envers les publics sont tout à fait, pour nous, fondamentaux. Donc, je suis vraiment enchanté de vous accueillir à cette occasion. Je vois quelques têtes connues, d'ailleurs, qui arrivent du monde des musées. Et donc, le musée de l'Homme, peut-être pour juste, mais je ne veux pas être trop long, vous dire quelques mots, que vous j'ai coutume de dire que c'est un nouveau musée de l'Homme, puisque le musée de l'Homme est une institution vénérable qui a ouvert ses portes le 20 juin 1938 avec Paul Rivet à sa tête. Mais donc, après un grand processus de rénovation, une grande transformation des musées nationaux français, la création du musée du Quai Branly, la création du MUCEM à Marseille, le musée de l'Homme a été rénové pour réouvrir ses portes en octobre 2015 et j'ai le plaisir d'être le premier directeur de ce nouveau musée. Je suis arrivé il y a un an et demi et évidemment notre positionnement est aussi tout à fait, d'une part, pour promouvoir la culture scientifique, les recherches dans tous les domaines des sciences de l'homme et de la société, mais aussi les aspects liés à la nature et en particulier aux problèmes contemporains qu'on peut connaître dans ce qu'on a parfois coutume d'appeler l'anthropocène et les problèmes de pollution, de changement climatique et autres. Mais d'autre part, évidemment, ce nouveau musée de l'Homme entend se positionner aussi sur des combats de société d'aujourd'hui. La première exposition qui s'est tenue après l'ouverture s'appelait Des préjugés au racisme, nous et les autres. Et là, par exemple, je profite pour faire un peu de publicité. À partir du mois prochain, le 10 décembre, nous allons commémorer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée ici au Théâtre national de Chaillot il y a exactement 70 ans. Et en partenariat avec le Théâtre national d'ailleurs, et aussi par nous-mêmes, pendant 6 mois, nous allons faire une saison que nous avons baptisée En droit, où nous allons débattre autour des questions des droits de l'homme, des problèmes de société, des droits des personnes handicapées, des droits des enfants. Voilà. Et de la même façon, là aussi, je profite pour en parler de cette petite tribune, pour le lancement de cette saison, donc pour le week-end du 8-9 décembre, nous allons ici même tenir une table ronde sur les migrations. Et nous venons de publier le muséum, la deuxième tribune du muséum, qui vraiment souhaite être engagée sur les problèmes contemporains. La première tribune publiée en début d'année s'appelait Un futur sans nature et la deuxième s'intitule Migration, pour rappeler aux gens que ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée n'est jamais qu'un continuum d'une longue histoire et que cette mer Méditerranée, depuis des millénaires et des milliers d'années, a connu ces grands mouvements de population et pour le meilleur de l'humanité et pour l'échange des cultures des deux côtés de cette Mare Nostrum. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et j'aurai plaisir à découvrir les lauréats de ce prix Eureka. Donc bonne soirée à vous et je reste ici à vous écouter. Merci Monsieur Delpuech. J'invite maintenant Monsieur Mohamed Nadir Aziza, président de Med 21, à prendre la parole.
Monsieur le Président de l'Observatoire de la laïcité, Monsieur le Directeur du Musée de l'Homme, Monsieur le Directeur de cabinet, chers lauréats, chers collègues du Bureau exécutif du prix, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi tout d'abord d'adresser au nom de l'ensemble de l'équipe du programme MED21 nos remerciements à Monsieur Jean-Louis Bianco, Président de l'Observatoire de la laïcité, pour avoir accepté de présider cette deuxième remise du prix Eureka qui se tient aujourd'hui grâce à l'hospitalité de son directeur dans cet emblématique musée de l'homme où tant de savants sont passés. La présence parmi nous du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est un geste d'encouragement que nous apprécions grandement. Je voudrais saluer nos collègues, membres du bureau exécutif du prix, Madame Dora Gorwel, directrice générale de la Cité des sciences de Tunis, représentée par Madame Najwa Bey, et nos partenaires et amis du réseau professionnel des cultures scientifiques, techniques et industrielles, l'AMSTI, son président, M. Guillaume Desbrosses, son directeur, M. Didier Michel, et leur équipe. Aux lauréats de cette deuxième attribution du prix Eureka, je veux adresser mes sincères félicitations et celles de l'ensemble des membres de notre réseau MED21 et mes vœux de pleine réussite dans la poursuite de leurs travaux. Au public qui nous fait l'honneur et le plaisir d'assister à cette cérémonie, j'adresse un amical salut et une chaleureuse bienvenue. Mesdames, Messieurs, je voudrais dire combien nous sommes heureux d'accueillir au sein de notre réseau de 12 prix pluridisciplinaires établis dans 10 pays méditerranéens, ce prix qui a trouvé, dans l'exclamation célèbre d'Archimède, fondant la lignée de la science expérimentale, sa dénomination et ses objectifs. Le prix Eureka œuvre en effet à contribuer à la promotion de l'enseignement de la science et de sa vulgarisation auprès du plus grand nombre. L'importance de l'enseignement scientifique dans la formation et la structuration de l'esprit de l'élève et de l'étudiant, puis plus tard de l'adulte non spécialiste des matières scientifiques, n'échappe à personne et certainement pas aux scientifiques présents dans la salle. C'est pourquoi je voudrais insister plutôt sur le deuxième objectif que s'assigne le prix Eureka, qui concerne la vulgarisation de la science au sein de la société. Certes, le terme qui désigne cette action peut, par sa proximité avec la racine qui le fonde, vulgus, installer une gêne, voire une incompréhension. Mais, en réalité, rien n'est moins vulgaire que la vulgarisation. Car celle-ci implique que le savant qui l'entreprend, comme l'ont fait et continuent de le faire nos lauréats 2018, rompe avec le confort d'une tour d'ivoire de l'entre-soi, assume le risque d'en sortir pour rencontrer sa société et lui rendre lisible des démarches ardues d'explicitation des phénomènes qui composent le visible et l'invisible de la réalité complexe du monde que nous habitons. En cette époque, où se conjuguent les effets des dérèglements climatiques, de la multiplication et de la diversité des menaces, de la montée du chômage et des inégalités, les repères se brouillent, la violence s'exacerbe et les passions débordent la raison. Un des fondements de ces débordements réside dans le fait qu'une confusion s'installe entre ce qui relève de la croyance et ce qui découle de la connaissance. D'où les excès que nous constatons de la part de créationnistes qui réfutent les remarquables découvertes de l'évolution, de certaines sectes qui interdisent la transfusion sanguine, d'autres illuminés qui, au nom d'un fanatisme exalté, interdisent la pratique et la saine jouissance artistique lorsqu'ils ne vont pas jusqu'au crime pour niveler toutes les têtes à la recherche d'une pureté fantasmatique. Tout cela au nom d'une foi dénaturée et d'un message défiguré.
C'est ainsi que les croyances ont parfois généré ostracisme et affrontement, alors que la connaissance s'est développée sur la base de l'échange et de la persuasion. Il me paraît difficile de trouver des exemples de disciples d'un Einstein qui tenteraient de convaincre par la force et la contrainte des disciples de Newton ou de Planck de l'unique vérité de la théorie de la relativité. Cela ne s'est jamais fait et ne se fera pas dans l'histoire. Dans ce sens, la vulgarisation scientifique participe du pacifique combat de la restauration d'une connaissance soumise à l'obligation de l'expérimentation, au mécanisme de la raison et ouverte au doute et au questionnement. En somme, une maïeutique pour enfanter un art de vivre occupé à la recherche constante d'un savoir vérifié avant d'être adopté et convivialement partagé. C'est pourquoi je voudrais saluer tous ceux qui, à l'instar des lauréats de notre prix Eureka, œuvrent à enrichir par leurs travaux la vulgarisation scientifique sur les deux rives de notre mer commune et dans le reste du monde. Notre prix Eureka saura, à chacune de ces attributions, signaler leurs mérites et les encourager à continuer sur cette voie fertile d'ensemencement des esprits et d'épanouissement des connaissances. Je vous remercie de votre attention. J'appelle maintenant Guillaume Desbrosses, président de l'AMSTI. Bonsoir à tous. Monsieur le Président de l'Observatoire de la laïcité, cher Monsieur Jean-Louis Bianco, Monsieur Mohamed Nadir Aziza, président de MED 21, Madame Najwa Bey, directrice scientifique de la Cité des Sciences de Tunis, Monsieur le directeur André Delpuech du Musée de l'Homme, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Eureka, nous voici donc réunis pour une belle occasion, pour honorer celles et ceux qui portent de chaque côté de la Méditerranée ce partage des connaissances au cœur de leur motivation, la volonté farouche de transmettre les savoirs à toutes et tous, d'infuser auprès de leur public la démarche scientifique. L'AMSTI, le réseau professionnel des CSTI, fédère la diversité des acteurs français et plus largement francophones. Autour de nous, c'est plus de 200 membres, des universités, des établissements de recherche, des Fab Labs, des muséums, des centres culturels, des vidéastes de sciences, des établissements comme cette grande maison qui nous accueille aujourd'hui. Merci d'ailleurs chaleureux à Bruno David et Pierre Dubreuil pour cet accueil. L'AMSTI fédère toutes celles et ceux qui s'engagent dans le partage essentiel des CSTI. Nous portons au cœur de nos actions de créer du lien entre nos membres pour autant mutualiser que pour innover dans la médiation, mais aussi de rendre visible notre champ professionnel, développer des projets structurants sur l'ensemble du territoire, comme l'atelier médiation et critique, replaçant l'esprit critique au cœur des actions et partager avec nos décideurs ces enjeux. La science n'a pas de frontières. Le partage des CSTI en est dépourvu également. C'est en ce sens que nous sommes convaincus de l'importance de ce travail de maillage entre les rives de la Méditerranée et nous portons le devoir de renforcer cela. Mais aujourd'hui est aussi une date chargée. Il y a 3 ans, des actes d'une barbarie atroce frappaient notre pays à travers son plus grand emblème, sa capitale, Paris. Au nom d'une croyance, des hommes ont tué. Ils ont attaqué les valeurs de notre République. Je ne me lancerai pas dans un long discours sur la laïcité, car M. Bianco le fera bien mieux que moi. Je vais simplement nous dire ici, dans ce comité, qu'il faut que nous soyons attentifs à cela. Les croyances prennent le pas sur les savoirs. Nous le constatons au quotidien dans nos territoires, mais également dans les médias. La propagation des infox sur des sujets majeurs comme les vaccins, le réchauffement climatique ou une éventuelle platitude de notre planète déstabilise le positionnement de nos concitoyens et met à mal la parole de nos scientifiques. Nous arrivons à un temps où la raison n'est plus. Nos médias sont pour la plupart dans de l'essentialisation, là où justement le savoir demande un effort. On va à l'évidence, prenant pour savoir l'opinion de nos voisins, et on en perd l'esprit critique. Il est important d'être vigilant. Par ailleurs, la science ne doit pas régner en vase clos. Elle doit écouter la société et y être connectée. C'est pour cela que nous nous engageons afin de maintenir dans le prochain programme cadre européen de la recherche et de l'innovation un programme dédié à ces enjeux. Nous étions d'ailleurs cet après-midi reçus au Sénat pour défendre cela. Notre réseau, car il est porté par des acteurs de terrain, de taille, d'horizons et de formats différents, perçoit ces attentes de nos concitoyens.
Ce besoin de comprendre, d'être curieux et de s'engager pour participer dans des mouvements d'innovation ouverte est une grande opportunité pour la science et sa diffusion. Notre prochain congrès à Caen sera d'ailleurs l'illustration à travers la thématique de la connaissance à la reconnaissance. Et ce palmarès alors ? Eh bien, il est le reflet de ces engagements à différentes échelles. Mesdames et messieurs, vous êtes et avez été cette force qu'il est primordial de porter. Nous savons toutes et toutes ici le résultat de l'engagement d'Hubert Curien pour ce partage des connaissances et de son soutien politique. Hubert Curien était un grand visionnaire, considéré à juste titre comme le père de l'Europe spatiale, et a été le premier à ouvrir les jardins du ministère de la Recherche au public et lancer ce que nous appelions à l'époque la science en fait. C'est pour moi un grand honneur que nous puissions ici lui rendre hommage et lui remettre ce prix. Merci à vous, ces trois fils, de nous faire l'honneur de votre présence. Si aujourd'hui j'ai le plaisir d'œuvrer dans un lieu de culture scientifique et imaginer des formes de médiation, M. Curien a une part de responsabilité importante, car il a su comprendre que la médiation entre les chercheurs et la société avait un rôle fondamental. L'engagement des chercheurs, mesdames, vous en êtes le reflet, et d'une importance capitale. Il est essentiel de mettre en avant vos carrières pour montrer aux jeunes filles que oui, la science est une aventure qui peut se conjuguer au féminin. Vous ouvrez le champ des possibles et nous vous remercions pour cela. Madame Courtois, en alliant recherche de très haut niveau, engagement dans votre université de Lyon et notamment aux côtés du planétarium de Vaux-en-Velin, votre dynamisme parle de lui-même. Madame Benamar Helgaïd, c'est en parallèle d'une carrière d'immunologiste que vous vous engagez dans la vulgarisation scientifique. Merci pour cela. Monsieur Ahmed Moli, vous êtes l'exemple d'une science connectée à la société. Vos recherches conduites entre la France et la Tunisie et votre engagement au sein de la Société astronomique de Tunisie sont un modèle qu'il faudrait démultiplier. Et un sujet que je souhaite porter au sein de l'AMSTI, entre autres aux côtés de la CPU et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Permettez-moi enfin d'appuyer sans modestie ce rôle central de nos actions culturelles conduites dans nos territoires et qui accueillent plus de 15 millions de visiteurs chaque année. Ces chiffres sont encourageants et montrent l'intérêt du public à la science, mais il faut aller plus loin pour permettre à chacun et chacune d'accéder au savoir et à sa compréhension, et ce, dans toutes les strates de notre société. Les modes de consommation culturelle évoluent et nous nous devons d'être connectés pour être réactifs, adaptés et efficaces. L'AMSTI a ainsi fait le choix de s'engager fortement autour de l'accompagnement des vidéastes de sciences sur Internet à travers un projet phare que nous allons déployer dans les 2 ans avec le soutien d'une fondation d'entreprise. L'accès au savoir adossé au développement de l'esprit critique sont des enjeux sociétaux. Nous devons mettre la question de l'esprit critique au cœur de nos systèmes d'enseignement, comme dans notre quotidien, tout en étant vigilants sur son bon usage. J'en terminerai par vous remercier, M. Bianco, de nous honorer de la présidence de cette cérémonie. Merci, M. Baptiste, directeur du cabinet de Mme la ministre, de votre présence ce soir et du soutien essentiel accordé à la diffusion de la CSTI. Merci à nos co-organisateurs du programme MED21, qui, par le choix de mettre les femmes et les hommes qui s'engagent dans des disciplines, démontrent l'existence et le foisonnement de nos échanges autour de la Méditerranée. Merci à la Cité des sciences de Tunis, qui développe une énergie importante aux côtés des autres associations de CSTI pour donner et partager la science dans ce pays, comme avec la fête de la science le week-end dernier. Très belle cérémonie à toutes et tous, et n'oubliez surtout pas d'être curieux. J'appelle maintenant Monsieur Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité et président de la cérémonie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord, à mon tour. Merci de m'avoir fait l'honneur de partager ces moments avec vous. J'y ai été très touché, très sensible, pour des tas de raisons. Les unes tenant à la laïcité, les autres tenant à l'action de l'AMSTI, et puis aussi à ce que fait le président de MED21, qui nous rassemble, les hommes et les femmes des 2 rives de la Méditerranée, qui ont tant de choses à partager et que vous faites vivre aujourd'hui au quotidien à travers ce prix, mais aussi, nous en parlions tout à l'heure, beaucoup d'autres prix. Permettez-moi de saluer, non pas l'ensemble des personnalités présentes, mais André Delpuech qui nous accueille, Mohamed Nadir Aziza qui nous rassemble, l'AMSTI dont le président et le directeur ont rappelé le rôle et la vocation. Cette cérémonie va consister en la remise de diplômes et de trophées pour 4 lauréats. D'abord, un lauréat sud, puis un lauréat nord, puis un lauréat jeune, et enfin un lauréat posthume, Hubert Curien, et je salue ses fils et puis son ancienne chef de cabinet que j'ai croisé tout à l'heure, et nous avions eu l'occasion, mais j'aurai l'opportunité de le dire tout à l'heure, Hubert Curien et moi, de travailler ensemble, y compris au sein d'un même gouvernement. Voilà, donc ce que je propose, c'est que nous passions maintenant
à cette cérémonie. Et donc, nous allons remettre un trophée, ce sera mon travail, un diplôme, ce sera le président Guillaume Desbrosses, et il y aura une prise de parole. Donc, j'appelle le lauréat Sud, ou la lauréate Sud. Donc, je vous demande d'applaudir Madame Amel Benamar El Gayed. Monsieur Philippe Baptiste, directeur du cabinet de Madame Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Monsieur André Delpech, directeur du Musée de l'Homme. Monsieur Guillaume Desbrosses, président de l'Association des musées et centres pour le développement des cultures scientifiques, techniques et industrielles. Monsieur Mohamed Nadir Aziza, président du programme MED 21. Madame Najwa Bey, représentante de Madame Dora Rorbel, directrice générale de la Cité des sciences de Tunis. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois aujourd'hui le prix Eureka pour la rive sud de la Méditerranée, en cette ville et en cette institution qui revêtent pour moi plus d'un symbole. D'abord Paris, où j'ai fait mes premiers pas dans la recherche. Au début, en débat de génétique moléculaire à l'université Pierre-Marie Curie, puis au cours de la thèse de 3e cycle et du doctorat d'État en immunologie à l'Institut Pasteur de Paris, qui fête aujourd'hui même ses 130 années d'existence. À mon retour en Tunisie, en 82, le Muséum d'histoire naturelle et plus particulièrement le Musée de l'Homme a été l'une des premières institutions avec lesquelles j'ai collaboré. André Langanet, alors directeur du laboratoire d'anthropologie au Musée de l'Homme, a été parmi les premiers invités à participer au débat de génétique à la Faculté des sciences de Tunis. Puis notre collaboration s'est développée avec des projets que nous avons conçus avec Evelyne Heyer, actuellement professeure d'anthropologie au Musée national d'histoire naturelle, puis avec Barbara Demenex, directrice du département des régulations, développement et diversité moléculaire. Vous comprenez ainsi toute la symbolique que revêt pour moi ce lieu. Mais outre cette collaboration avec le Muséum, de nombreux autres échanges fructueux ont jalonné ma carrière avec les pays du nord de la Méditerranée. La France, notamment, avec plusieurs institutions que je ne citerai pas parce qu'elles sont nombreuses, mais aussi l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Suisse, l'Autriche, la Belgique. Cette riche coopération a constitué pour mon laboratoire et mon institution un vecteur de progrès scientifique et de transfert de technologie et nous a permis ensuite de prendre le relais en accueillant à notre tour des étudiants en master et en thèse des pays du Sud, marocains, mauritaniens, algériens. Toutes ces interactions se sont déroulées naturellement, en fait, se situant dans le prolongement d'une longue histoire d'échanges humains dans l'espace méditerranéen. Et ceci a renforcé ma conviction que la proximité géographique doit constituer un trait d'union et un vecteur de développement pour tous. Aujourd'hui, dans cet espace, les scientifiques partageant des valeurs communes et des intérêts communs ont conscience qu'ils ont un rôle à jouer pour la promotion de la paix à travers la défense et la mise en œuvre de l'égalité d'accès des peuples au savoir et à la technologie et à la culture en général. Véritable levier du développement économique et social, c'est en travaillant en réseau que ces scientifiques peuvent constituer un rempart contre les obscurantismes et les extrémismes de toutes sortes. Aujourd'hui, alors que nous fêtons le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, nous savons que les conflits n'ont pas disparu. Ils se manifestent autrement, par des guerres économiques et idéologiques
sur des champs de bataille réels, mais aussi virtuels, à travers Internet et les réseaux sociaux. Pour cela, s'il faut se mobiliser pour l'accès au numérique pour tous, il faut en même temps se prémunir contre ces dangers. Par l'éducation. Oui, par l'éducation, car celle-ci doit se fonder, bien sûr, sur les sciences et les technologies, mais aussi sur les arts, les lettres, les sciences humaines, mais surtout sur les valeurs. Un jeune cultivé, ouvert, aux idées claires, à l'esprit critique, imbibé des valeurs universelles, psychologiquement équilibré, ne peut pas être la cible du dogmatisme ni la proie à l'embrigadement. L'ensemble de ces raisons explique mon engagement pour le développement de l'enseignement et de la recherche dans mon pays, et ce, à tous les niveaux du système éducatif. En tant que directrice de la pédagogie et des études doctorales au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi en tant que directrice des missions et stages au sein de mon institution, de directrice de département, de présidente d'école doctorale. De plus, étant la première immunologiste fondamentaliste dans mon pays, j'ai participé à créer le premier laboratoire de recherche en immunologie en 1984, et j'ai introduit aussi l'enseignement d'immunologie dans les programmes de l'enseignement secondaire, dans les facultés des sciences, avant de créer le master d'immunologie. Mais de bons programmes d'enseignement et de recherche, s'ils permettent de susciter la curiosité et l'intérêt des jeunes et leur goût pour la recherche, ils ne sont pas suffisants. La mission de l'école et de l'université est aussi d'éduquer à la citoyenneté et à la responsabilité. C'est pour cela qu'avec un groupe de collègues, nous avons instauré des enseignements de bioéthique ainsi qu'un module pour définir les valeurs fortes et leur mise en pratique à travers les comportements quotidiens. Dans ce module, nous expliquons en effet aux étudiants que le partage et l'ouverture constituent des facteurs clés de réussite en recherche. Au sein de notre laboratoire, que je dirige et que j'ai dirigé pendant plus d'une quinzaine d'années, ils apprennent à travailler en équipe et en réseau, mais ils sont aussi incités à s'ouvrir sur les autres disciplines et à mener des travaux dans un cadre multidisciplinaire. La multidisciplinarité étant mon autre cheval de bataille, considérant que c'est un terrain très fertile pour la recherche. Nous motivons ainsi les jeunes à communiquer avec les non-spécialistes, mais aussi avec le grand public, et ceci à diverses occasions. Congrès, journées portes ouvertes, doctorales, célébrations scientifiques, ateliers, et aussi sous différentes formes. Posters, exposés, mais sketchs de sensibilisation, slam, films, dessins animés. En effet, mon intérêt pour la diffusion de la culture scientifique relève de la conviction que la mission d'un chercheur ne doit pas se limiter à générer des résultats et réaliser des publications. Il a une responsabilité vis-à-vis de la société, celle de permettre au grand public d'accéder aux connaissances scientifiques et technologiques, et ceci en les vulgarisant, sans pourtant les dénaturer, participant ainsi à la promotion du savoir et de la culture. Ma démarche s'est donc concrétisée de plusieurs manières. D'abord en tant que membre du comité scientifique fondateur de la Cité des sciences de Tunis, qui a fixé les grandes orientations et programmé les premières activités de la Cité. Ensuite, à travers plusieurs conférences de vulgarisation et de diffusion scientifique sur différents thèmes, à l'invitation d'associations et d'institutions tunisiennes, mais aussi à travers des émissions de radio. Mais c'est surtout à travers le cadre associatif que se concrétise mon engagement vis-à-vis de la diffusion du savoir. Et ici, je tiens à souligner le rôle joué par les associations scientifiques en tant que courroie de transmission entre le monde académique et la société. En effet, en tant que secrétaire général et actuellement président de la Société tunisienne d'immunologie, j'ai contribué à la mise en place d'un partenariat avec la Cité des sciences, entre la Cité des sciences de Tunis et la Société tunisienne d'immunologie pour la célébration générale de la Journée mondiale de l'immunologie. Et cette activité nous a valu le prix de la première organisation de la Journée mondiale décernée à Milan en août 2013 par l'Union internationale des sociétés d'immunologie. Je saisis aussi cette occasion
pour remercier donc la Cité des Sciences, qui a été un collaborateur de taille pour nous. Je saisis aussi cette occasion pour remercier tous mes collaborateurs, tous mes étudiants, et aussi un grand merci à l'Association des musées et centres pour le développement des cultures scientifiques, techniques et industrielles pour m'avoir fait vivre ce moment exceptionnel. Mais je ne terminerai pas sans dire que c'est pour moi un grand honneur de recevoir le prix Eureka la même année que Madame Hélène Courtois et à titre posthume que Monsieur Hubert Curien. Je leur rends ici un vivant hommage. Mes félicitations aussi vont à Monsieur Amjad Mouelli. Des jeunes comme lui nous laissent garder espoir en l'avenir. Enfin, je dédie ce prix à ma famille et à mes maîtres, Piotr Slonimski, Jacques Houdin, Pierre-André Cazenave et Ali Hili. Merci de votre attention. Donc nous allons passer maintenant à la rive nord avec, j'aurai le plaisir de remettre le trophée et c'est le président Med 21 qui remettra le diplôme. Et nous appelons Hélène Courtois pour le lauréate Rive Nord. Alors, je vais vous adresser d'une manière peu conventionnelle, donc je vous avertis. Cher Laniakéen, chers cousins, chères cousines, je ne serais pas un bon diffuseur de savoir ou un bon passeur de savoir si je n'essayais pas de vous faire passer un petit peu de savoir ce soir. Donc, j'ai demandé de passer quelques diapositives parce que j'ai quand même envie de vous expliquer ce que je fais tous les jours. Et pourquoi je vous ai adressé en vous disant « cher Laniakéen », c'est parce que ce que vous voyez là sous vos yeux, c'est une carte de l'univers et c'est issu de mon travail. C'est ce que je fais tous les jours, je réalise des cartes de l'univers et chaque petit point que vous voyez sur cette carte, c'est une galaxie. Donc en quelques secondes, vous êtes sorti du système solaire, vous êtes sorti de notre galaxie qui contient 200 milliards de systèmes solaires. Et vous vous retrouvez sur cette carte qui fait à peu près 500 millions d'années-lumière de large. Et notre galaxie se trouve... Et elle voyage comme ça. Et donc la science, tout ça pour dire que la science, c'est pas austère. Tout d'abord, la science, c'est beau. Moi, si j'ai choisi ce métier... c'est parce que je trouvais que les galaxies étaient très très belles. Le reste de la physique m'intéressait énormément aussi, mais celle-ci en particulier parce que c'était plus esthétique. Pour ça, je voudrais vous en montrer quelques-unes. Donc voici mes galaxies chéries. Voici chaque jour quand je rencontre une nouvelle personne, comme vous ce soir, j'avais jamais vu vos visages. Je rencontre de nouveaux visages. Et chaque jour, quand je rencontre une nouvelle galaxie, c'est une nouvelle galaxie. Il n'y en a pas une les mêmes. Il faut savoir qu'on habite dans une galaxie qui ressemble un petit peu à celle qui est en haut à gauche. Voilà, oui, allons-y. Allons-y. Donc, juste pour vous rappeler, en fait, nous habitons sur une planète qui tourne autour d'une étoile, le Soleil. Et donc, quand il y a un ensemble de 200 milliards de mondes comme ça constitue donc une galaxie, à peu près celle-ci. On n'a pas de photo de notre galaxie parce que vous savez qu'on n'est jamais sorti du système solaire avec un appareil photo et on n'est jamais sorti de la galaxie pour prendre en photo notre galaxie. Et dans notre galaxie, je vous ai montré tout à l'heure, elle appartient à ce qu'on appelle un super amas de galaxies parce que les galaxies ne vivent pas toutes seules dans l'univers. Elles sont assemblées en groupes, en amas ou en super amas. Et avec mon équipe, en 2014, on a été les premiers à identifier ce que c'était qu'un super amas de galaxies, quelles sont les plus grandes structures de matière dans l'univers. Et donc, ce sont des bassins versants gravitationnels.
la matière, en fait, tient ensemble par la force de la gravitation à ces échelles-là. Et tout ça, ces super amas, en fait, sont des mailles du réseau de toute la matière dans l'univers. Donc, quand je vous disais qu'on avait à peu près, en 2014, donc cette carte-là, 500 millions d'années-lumière, aujourd'hui, je suis en train de fabriquer une carte qui fait à peu près 1 milliard d'années-lumière que je voulais diffuser au grand public avant Noël, mais je crois que je ne vais pas y arriver. Mais c'est ça la vie de chercheur, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va y arriver. Et donc, 1 milliard d'années-lumière, pour vous donner une échelle, c'est à peu près, l'horizon cosmologique se situe à 45 milliards d'années-lumière. Donc, c'est 1 sur 45 qu'on a réussi à cartographier en localisation et en mouvement, parce que vous avez vu que c'est une carte des mouvements, en fait, dans l'univers. Donc, je vais repasser au discours un peu plus conventionnel maintenant, mais pour vous expliquer que je vous ai passé la difficulté du travail. Si on a réussi à le faire et que ça n'avait pas été fait avant, c'est qu'il y a des bonnes raisons, c'est qu'il nous faut de la technologie, qu'il nous faut des énormes instruments. Il nous faut aussi collaborer à l'international. Ce n'est pas une personne en France qui décide de cartographier l'univers et qui va y arriver. Donc toutes les équipes sont internationales. Pour nous, le sens du partage, il est naturel. On ne peut pas travailler tout seul, on ne peut pas travailler avec les instruments qui sont fabriqués seulement par notre pays. Moi, j'utilise des instruments qui n'ont pas du tout été fabriqués avec de l'argent français, en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, j'en passe, à peu près partout sur la planète, parce que c'est au mérite scientifique, l'utilisation des instruments scientifiques en astronomie. Donc il faut faire une proposition d'expérimentation. Donc c'est là où on rejoint l'idéologie de Hubert Curien et de la méthodologie scientifique. On propose une expérimentation, une pensée, et ensuite on va essayer de la démontrer de façon expérimentale. Donc est-ce qu'on est capable de comprendre les lois naturelles qui nous ont fait émerger, les lois naturelles de l'univers dans lequel on habite. Donc ça, c'est vraiment ce que je pense du rôle du chercheur, et en particulier ensuite la création de ces savoirs émergents, donc la vie magnifique que l'on a de vivre à la frontière entre ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas encore, et de vivre comme ça ce vertige-là permanent de grappiller de la nouvelle connaissance tous les jours. On est obligé de le partager avec nos étudiants. Donc moi, j'encourage tous les chercheurs à être enseignants-chercheurs, parce que les étudiants, c'est ceux qui commencent à nous comprendre. Et puis après, il faut qu'on fasse un effort majeur pour expliquer ce qu'on fait à tout le grand public. Mais comprendre des choses n'a de sens que si c'est partagé. Le comprendre, je le dis toujours à mes doctorants, tu as compris des choses, tu les as calculées, elles sont sur le disque dur de ton ordinateur, ça ne sert à rien. En fait, personne ne le saura jamais si tu ne fais pas l'effort de l'expliquer à d'autres chercheurs, de l'expliquer à des étudiants et de l'expliquer au grand public. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et comment est-ce qu'on fait ça ? À petite échelle, bien sûr, avec des conférences grand public, avec une interaction personnelle, on touche une centaine de personnes peut-être. Ensuite, on peut se lancer dans l'aventure d'un livre. Ça prend énormément de temps à écrire, mais ce qui est bien, c'est que c'est une pensée qui est réfléchie. Là, on va toucher quelques milliers de personnes. Les gens qui lisent des livres de vulgarisation scientifique, il n'y en a quand même pas beaucoup. Ensuite, on peut effectivement travailler avec des centres de diffusion de la culture scientifique. Et là, par exemple, à Lyon, donc moi, je suis la marraine du planétarium et je travaille bénévolement avec eux depuis une vingtaine d'années, depuis que j'étais doctorante. On touche 90 000, 100 000 personnes. Alors, en réseau, effectivement, j'ai appris hier qu'en réseau comme ça de 140 établissements, on peut toucher 14 millions de personnes par an, ce qui est vraiment fantastique. J'étais hallucinée par ce chiffre-là. Et puis, l'autre chose que j'encourage de faire tous mes collègues, c'est d'essayer d'aller vers la télévision, en fait, qui est un outil qu'on n'utilise pas assez, que l'on ne monopolise, si j'ose dire, pas assez, et que l'on laisse ouvert justement à tous les autres qui l'utilisent souvent mal à propos. Moi, j'entends beaucoup de choses à la télévision qui ne me satisfont pas du tout. On donne beaucoup de place à la télévision, beaucoup d'heures de programme à des choses qui ne sont pas de qualité. Or, je me rappelle quand j'étais enfant que moi, aux heures de grandes écoutes, je voyais Hubert Reeves à la télé, je voyais Yves Coppens à la télé, je voyais des tables rondes de scientifiques qui discutaient pour le grand public. Et moi, ça m'a marqué, et je suis certaine qu'il faut revenir à ça, qu'il faut revenir à une présence dans les médias des chercheurs. Donc,
je finirai un petit peu en disant que je m'interroge toujours sur le pourquoi il y a aussi peu de connaissances qui arrivent dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, dans une ère qui est aussi numérique, aussi technologique, on peut faire confiance à Internet, faire confiance à la diffusion numérique. Moi, j'en reviens quasiment toujours à une diffusion avec une interaction personnelle, finalement. Parce que quand je suis dans un quartier populaire, quand je suis dans une favela de Rio, quand je suis dans un township en Afrique du Sud, eh ben en fait, la connaissance, elle n'arrive pas. La croyance, elle est peut-être un peu par là, mais la connaissance scientifique, elle n'y est pas du tout. Et ça m'interroge toujours parce que je vois beaucoup de gens avec des téléphones, même dans les favelas, même dans les townships, mais finalement, la culture scientifique n'arrive pas. Donc j'espère beaucoup que ce type de réseau, ces partages internationaux et les universités en particulier jouent ce rôle d'apporter la connaissance dans tous les endroits. Pour moi, l'université, j'ai pris cette fonction de vice-présidente relations internationales à l'Université de Lyon parce que je crois sincèrement qu'il faut partager toutes les connaissances aux étudiants, au grand public, mais aussi aux enfants, en faisant les universités ouvertes, mais aussi en déplaçant l'université à différents endroits. J'en suis vraiment... L'université, c'est le creuset. C'est là où on fabrique sa pensée, où on devient créatif, où on peut laisser libre cours à son imagination dans les années qui sont les plus prolifiques. Et puis ensuite, on rentre dans le milieu du travail et on réfléchit plus, en fait. On réfléchit plus au bien-être de l'humanité, on réfléchit plus à prendre soin les uns des autres et prendre soin de son climat, de sa terre nourricière. Et donc, je pense qu'il faudrait de plus en plus faire des liens avec les universités et le grand public, les réseaux de culture scientifique. Voilà, en tout cas, je suis vraiment flattée, honorée. Je vous remercie de mettre à l'honneur la recherche universitaire française avec ce prix. Merci beaucoup. Donc nous allons passer maintenant au lauréat jaune et c'est André Delpuech qui remettra le diplôme. Je monte alors vous montez. Et j'appelle Amjed Mouali. Félicitations. Et moi je vous remets le trophée. Merci. Voilà. Vous pouvez poser votre trophée, votre diplôme là pour le temps de prise de parole. Bonsoir à toutes et à tous, chers invités, chers amis, chers lauréats. J'ai pas préparé quelque chose de spécial pour ce soir, car hier exactement j'étais dans une activité de vulgarisation astronomique. Ça se terminait trop tard, donc j'ai pas trouvé le temps pour préparer quelque chose. Mais bon, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de qu'est-ce que je suis en train de faire, à vrai dire, au sein de la Société astronomique de Tunisie, parce que on fait beaucoup de trucs, mais à l'échelle internationale, c'est pas trop bien connu. Mais j'essaye par ce mot de faire passer l'information et vulgariser un peu que la Société astronomique de Tunisie, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Donc j'appartiens à cette association depuis 10 ans et là j'ai connu le plaisir de partage, à vrai dire. Avant, je faisais mes travaux de recherche au laboratoire. Et voilà, c'est des calculs, des simulations, et ça reste dans mon disque dur, comme Madame a dit. Et j'arrive pas à faire passer l'information. Qu'est-ce que je suis en train de faire réellement ? C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Mais à travers la Société astronomique de Tunisie, j'ai commencé à faire des projets qui servent à la vulgarisation scientifique, exceptionnellement. Et je cite parmi les projets qu'on a fait le Charlie Bates Solar Astronomy Project. C'était un projet américain. Il y en a plusieurs pays qui sont intégrés là-dedans et qui sert à comment dirais-je, donner plus d'informations sur notre Soleil qui nous rayonne et plutôt rendre l'information plus facile pour les enfants et pour tout le monde, quoi. Nous connaissons le Soleil, c'est un astre très, très compliqué, son champ magnétique,
son plasma et tout, et pour le rendre plus facile pour les jeunes, les étudiants et tout le monde, c'est un peu difficile. Donc, à part ça, nous faisons de l'astrophotographie et c'est plus facile pour la vulgarisation et pour les mettre sur les réseaux sociaux. Et en plus, nous nous déplaçons partout en Tunisie. Au cours de, je ne veux pas vous flatter avec le nombre, mais au cours de 10 ans, on a fait plus que 1250 activités partout dans le Tunisie. Nous avons ciblé des jeunes, des enfants, des adultes, tout le monde, quoi. Et tout le monde était heureux de nous recevoir et c'était des aventures, quoi, inoubliables. Voilà un peu partout. Je vous remercie et je suis honoré par ce prix. Je veux dire seulement à la fin qu'il y a plusieurs jeunes en Tunisie qui ont beaucoup de talent et bon, on fait de notre mieux parce que les moyens ils sont pas accessibles à tout le monde. Et je suis encore honoré par ce prix et je veux à la fin rendre hommage à mon ami et mon très cher frère Lazar Louis qui vient de nous quitter la semaine dernière avec un grand bataille avec le cancer. C'est un frère et on a vulgarisé plusieurs activités astronomiques ensemble partout en Tunisie. Voilà, merci. Donc nous allons maintenant terminer par le prix posthume et je demande à Najwa Bey de venir remettre le diplôme en même temps que je remettrai le trophée. Comment on s'organise? Vous venez tous les trois? Oui. Voilà. Et donc le prix à titre posthume est remis à Hubert Curien en présence de ses 3 fils. Merci, bravo. Bon, moi non plus, je n'ai pas préparé de grands discours. Je ne peux pas vous dire non plus ce que fait Hubert Curien actuellement, mais je suis sûr qu'il est très occupé. Et nous voulions partager avec vous cette photo où il est également très occupé. C'est le 4 décembre 1979, dans la salle du centre de Kourou, juste après le premier lancement de Ariane 1. Et donc, il communique à une foule en liesse sa joie de la réussite du premier tir. Il y a là des techniciens, des ingénieurs, des familles. Et ça le représente très bien en tant que communicant, passeur de sa passion, en fait, pour la science, pour la technologie et pour l'industrie. Alors, cette photo a une légende. Alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si Jean-Louis Bianco pourra la confirmer ou l'infirmer. Il paraît que Laurent Fabius, qui était invité à ce tir d'Ariane, je ne sais pas d'ailleurs si Fabius était dans la salle ou s'il était dans la retransmission à Paris au ministère des PTT et de l'espace. Et Fabius, ayant vu cet homme juché sur un tabouret, applaudi par une foule considérable, aurait dit « Je le veux dans mon équipe gouvernementale » quand il a été lui-même nommé Premier ministre en 1984. Je ne sais pas si... Vous ne connaissez pas l'histoire, ah, oui. Même si elle n'est pas vraie, elle est belle. Oui, c'est ça. Bon, alors on disait souvent, on dit toujours d'ailleurs, d'Hubert Curien, c'est un homme de conviction. Alors il est convaincu de l'Europe spatiale, il est convaincu de l'importance des territoires dans les déploiements de la culture scientifique, technique et industrielle. Il est convaincu de la communication de la science. Moi, je crois que c'est plus qu'un homme de conviction, c'est un homme de médiation, au sens du médium. Il était traversé, au fond, par une mission qu'il transcendait, l'intérêt public, et sa propre personnalité s'effaçait
derrière sa tâche et sa mission. Et c'est probablement pour ça qu'il était aussi aimable, simple, parce que sa personne importait peu. Il n'était pas propriétaire des sujets, il était le porteur de ses projets, de ses sujets. Et au fond, il a été ministre, donc c'était un homme politique, mais c'était plus qu'un homme politique, je crois que c'était un homme d'État. Et vous savez tous la différence entre l'homme politique et l'homme d'État. L'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération. Et vous voyez donc, là, juché sur cet escabeau, un homme d'État. Et je conclurai en disant que cet homme d'État était pénétré aussi d'une idée qui était qu'il fallait préférer au principe de précaution, un peu inhibiteur de l'innovation, un principe d'anticipation, un principe d'audace. Et il aimait à dire, il faut évidemment oser en premier, il faut oser la technologie, il faut oser le progrès, mais pour être en situation d'oser très longtemps, ce n'est pas interdit de prendre quelquefois quelques précautions. Et donc, il réconciliait, comme ça, de façon un peu paradoxale, son principe d'audace avec le principe de précaution. Et je dois dire que moi, j'ai tout à fait été pénétré de ce message que j'applique dans mes fonctions. Et j'ai retenu le message de l'oratrice précédente, puisque je m'occupe actuellement de médias à travers mes fonctions de membre du CSA, que c'est vrai que ça serait sympathique qu'à la télévision, on voit plus de débats scientifiques ou d'informations scientifiques, même si certaines chaînes, quand même, ont encore des programmes de ce type, mais souvent pas aux heures de grande écoute, ou qui restent trop confidentiels. Donc je fais mienne cette mission au CSA, aussi de promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle. Alors je pense que l'un de mes frères, en tout cas, a préparé un petit compliment qu'il serait heureux de vous lire. Et Pierre-Louis ensuite pourra conclure avec quelques mots. Alors, je vais illustrer plus la partie familiale. Alors, supputant à juste raison qu'un grand frère taquin forcerait son cadet à venir déposer à la barre, le frangin prudent, s'assurant d'un plan B, a préparé ses quelques notes repères pour ne pas trop s'embourber en bégayant une litanie décousue sur l'air « Il était chouette, grand et beau, mon papa », risquant de mettre la honte, à titre posthume, à un type épatant. L'artiste peintre que je suis n'imagine pas le tiers du quart du rôle important joué par son géniteur dans l'univers de la science, tant au niveau national que mondial. Je ne peux donc pas parler de ce mérite notoire. En revanche, je peux témoigner de quelques qualités élémentaires importantes qui vont de pair avec l'homme, le scientifique, le professeur, le politique et le chef de famille. Beaucoup ont évoqué avec admiration le calme irrésistible d'Ubercurien. J'ai de bons éléments pour confirmer ce tempérament réfléchi, résultant probablement. Durant mon adolescence, j'ai pu vérifier avec assiduité la réalité de ce caractère ferme et accommodant. J'ai mis à rude épreuve toute la patience attentive de ce bel esprit par le succès peu glorieux d'un échec scolaire complet. Jamais le personnage ayant autorité n'est sorti de ses gonds. Certes, un peu consolé par le cursus d'études excellemment compensatoire de ces deux autres rejetons. Moi, j'ai fini par penser que mon attitude rebelle et ma situation atypique suscitaient chez ce grand tolérant, pas si cartésien, une once de bienveillante attention. C'est ainsi que l'enfant qui aurait pu faire tâche dans ce milieu d'érudits devint presque un objet de fierté. Chapeau les parents. Un autre sujet qui m'a toujours ébloui chez mon père,
C'est son extraordinaire don pédagogique et sa remarquable capacité de pouvoir expliquer avec simplicité des choses incroyablement savantes et compliquées, en captivant un auditoire qui pourrait croire un instant avoir réellement tout compris. Imaginons, à l'inverse d'aujourd'hui, Hubert Curien, entraîné au débeauté vers un micro pour complimenter la vie et l'œuvre de son second fils, le vilain petit canard. Je suis certain qu'il aurait su, en impro complète, brosser avec délicatesse, humour et affection le portrait juste et complet du peintre dont il fut le premier mécène. Le savoir comme le brio, mes frères en ont largement hérité. À moi, il a transmis plutôt sa part de rêve, l'instinct créatif, la poésie omniprésente et l'esprit d'aventure qui animent toujours les vrais gens de science. Eureka, papa! Bien, alors moi je suis le petit dernier. Je voulais profiter de l'occasion de cette remise de prix qui est un peu spéciale puisque c'est à la fois la France et la Tunisie qui sont concernées pour évoquer un souvenir personnel. Une personnalité importante de la vie scientifique tunisienne qui est décédée l'an dernier, qui était Monsieur Zmerli, était un ami très proche de mes parents. Et j'ai eu la chance, et je pense qu'il a joué un rôle important il serait probablement très content aussi de savoir qu'il y a cette cérémonie aujourd'hui. Et moi, j'ai eu l'occasion de profiter de son hospitalité en tant que conjoint. Donc, c'était quand j'étais jeune chercheur. Mon épouse travaillait aux relations internationales du CNRS et avait été invitée à un colloque dans son rayon, dans son domaine. Et M. Zmerli s'était arrangé pour que nous soyons logés dans une résidence à Hammamet qui était extraordinairement belle et nous avait reçus chez lui aussi d'une manière extraordinairement accueillante. Et c'est probablement le meilleur couscous que j'ai jamais mangé. Donc je voulais évoquer sa mémoire aujourd'hui parce que ça me paraissait une bonne combinaison un peu qui s'imposait. Sinon, les occasions que nous, ces enfants, ont eu de le connaître dans son rôle public ou dans son action, soit de chercheur, soit de professeur, puis ensuite de hauts responsables, sont finalement très peu nombreuses. Et je n'en ai qu'une seule en mémoire. Il se trouve que j'ai siégé avec lui une fois au conseil scientifique de la fondation de l'École normale supérieure. Et alors, il s'agissait de choisir un lauréat. Encore une coïncidence avec aujourd'hui. Et alors, c'était quand même une chaire importante. C'était la chaire d'Île-de-France. Et alors, c'était très amusant parce que donc la réunion se déroulait sur toute une demi-journée. Donc, c'était assez long. Et chaque membre du jury faisait un peu comme dans Le bourgeois gentilhomme, disait mon candidat est le meilleur physicien, mon candidat est le meilleur biologiste ou la meilleure biologiste. Et enfin, il y avait évidemment plusieurs candidats dans plusieurs disciplines. Et je me demandais comment la discussion allait évoluer. Et en fait, il n'y a pas eu de discussion. Mon père était capable de faire une synthèse en quelques minutes qui a mis tout le monde d'accord et on a choisi le lauréat. Et enfin, le lauréat a été choisi sans vote, sans aucune acrimonie de personne contre personne. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu magique. Voilà, donc c'est un souvenir, c'est deux souvenirs personnels que je voulais partager avec vous. J'appelle maintenant Madame Najwa Bey qui va conclure cette partie de la cérémonie. Je dirai quelques mots pour terminer. Je dois nous transmettre une invitation. Je ne dévoile pas un secret pour notre prochaine réunion.
Monsieur Philippe Baptiste, directeur du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Monsieur Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité. Monsieur André Delpech, directeur Musée de l'Homme. Monsieur Mohamed Nadir Aziza, président du programme MED 21. Monsieur Guillaume Debrosse, président MSTI. Didier Michel, cher lauréat, cher invité. J'ai vu naître en fait le prix Eureka à la Cité des Sciences à Tunis l'année dernière en 2017. C'était une journée dure. Ce prix pour la promotion de l'enseignement et de la vulgarisation scientifique en Méditerranée. Ce soir, au sein de cette prestigieuse maison, qui est le Musée de l'Homme, c'est un honneur pour moi de me joindre à cette cérémonie de remise de prix Eureka, encore une fois, conjointement avec l'AMSTI et le programme MED 21. J'adresse d'abord mes chaleureuses félicitations aux honorables lauréats des deux rives pour cette année 2018. Ce prix vient confirmer encore une fois que la région de la Méditerranée représente un terrain d'excellence pour les échanges des travaux en matière de diffusion de la culture scientifique, comme ça a été le cas dans divers domaines lors des différentes civilisations qui se sont succédées dans la région. Personnellement, je suis profondément convaincue que la science et la technologie jouent un rôle sans cesse grandissant dans nos vies et contribuent d'une façon déterminante à la transformation des sociétés, notamment dans les nombreuses sphères de l'activité humaine. Toutefois, le rythme de leur évolution augmente de façon si importante que bon nombre de citoyens, malheureusement, se sentent dépassés par l'émergence rapide du savoir. Ils ne disposent pas forcément du bagage de connaissances et du recul nécessaire pour en saisir les retombées et comprendre la portée et les limites. Il leur est par conséquent difficile d'adopter une attitude critique à l'égard des questions d'ordre éthique que la science et la technologie soulèvent. C'est encore la compréhension de nos sociétés qui bénéficiera des avancées scientifiques. La science et la culture scientifique nous donnent une représentation qui est personnalisée du monde, qui nous permet à chaque instant d'adapter notre comportement à notre environnement social. En fait, je ne vais pas être très longue, mais avec beaucoup d'émotion, je participe à la cérémonie de remise du prix Eureka. Alors, cette cérémonie était normalement Madame Dora Gorbel, qui est directrice générale de la Cité des Sciences, qui est nommée à la Cité des Sciences depuis seulement 8 mois et qui avait commencé à préparer sa mission pour venir et participer à cette cérémonie. Sauf que des imprévus de dernière minute ont surgi. Un conseil d'administration, des manifestations sur la fête de la science, Research Night, pas très longtemps. Et énormément. En fait, la Cité des Sciences remonte une pente qui est très difficile et très rude. Mais dignement et solidement, la Cité est en train de remonter sa pente. Alors, je finis par avoir une réflexion sur l'avenir de ce prix qui, à mon avis, devrait s'ouvrir à d'autres pays de la Méditerranée. Nous espérons que d'ici la prochaine occasion, on aurait ensemble enrichi le prix Eureka par de nouveaux partenariats et on aurait développé davantage en vue d'une meilleure mise en valeur des acquis en matière de diffusion de la culture scientifique et de la vulgarisation des sciences. La Cité des Sciences à Tunis vous invite à travailler conjointement sur cet objectif et de se réunir l'année prochaine dans ces locaux pour une 3e session de remise de prix Eureka. Et encore une fois, je remercie l'AMSTI pour cette excellente organisation, cette belle cérémonie de remise du prix Eureka. Et merci à tous, bravo. Bien, il me revient de vous dire quelques mots en clôture de cette belle et émouvante cérémonie. Un mot d'abord un peu personnel pour vous dire que je me sens bien dans ce monde de la recherche, de la science et de la technologie. Si les hasards de la vie avaient voulu que je sois reçu à l'École normale supérieure, je serais peut-être devenu chercheur. J'ai une carrière d'ingénieur au départ, en tout cas une formation d'ingénieur plutôt qu'une carrière, à l'École des mines de Paris.
Et j'ai fait un peu de recherche avec deux grands personnages, l'un qui était Maurice Allais, prix Nobel d'économie, donc je me suis occupé, si j'ose dire, à ses côtés des hyperinflations dans l'entre-deux-guerres, et puis l'autre avec un professeur de thermodynamique, Maurice Fer, sur la thermodynamique des phénomènes irréversibles. Et j'ai gardé de ce temps-là, de mon enfance, de mon adolescence, une vraie passion pour la science. Je suis en particulier, je le dis ici, sachant l'exposition qu'il a, un fan absolu de Néandertal, et toujours très connu, très content quand on découvre plus de traits qui rapprochent Néandertal de nous, au lieu d'en faire une espèce d'intermédiaire entre le singe et Homo sapiens. Et l'exposition ici, qui est là encore pour quelque temps, est magnifique. Bien, j'en reviens à ce qui nous rassemble aussi. Et je voudrais dire un mot, bien sûr, sur Hubert Curien. Je le ferai à ma manière et moins bien que ses fils n'ont pu le faire tout à l'heure. Et ils ont dit des choses que j'ai ressenties moi aussi, en le connaissant. Ce qui me revient peut-être le plus en mémoire, cela a été un peu dit, c'est la bienveillance. C'est un homme profondément bienveillant. Bienveillant à l'égard de ses interlocuteurs, bienveillant à l'égard des autres. C'est un homme souriant, on le voit sur les photos, il avait toujours ce petit sourire au coin des lèvres, pratiquement quels que soient les moments, quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances. Et puis c'était, cela a été très bien dit, un homme d'État, un visionnaire qui voyait loin. C'est quelqu'un qui a... J'ai été intéressé par l'idée de médium. J'ai pensé aussi à médiateur, au sens de la médiation, qui aussi est quelque chose qui nous rassemble aujourd'hui. Toujours rechercher le contact avec les citoyens ordinaires, au-delà même du monde de la recherche. Et cela a été aussi rappelé. Ce n'est certainement pas un hasard s'il a été, je pense, le premier en 1990 à ouvrir son ministère, préfigurant la science en fait. Un homme d'une grande sagesse, d'une grande sérénité, qui savait se mouvoir dans le monde politique sans être vraiment de ce monde-là, qui en faisait l'usage qu'il fallait pour faire avancer l'intérêt général, qu'il portait en permanence, et qui, pour cela aussi, est un exemple qu'il faut garder en mémoire. On a besoin, dans notre vie publique, d'avoir des hommes et des femmes, et il y en a, qui ressemblent un peu à Hubert Curien, par cette bienveillance, par cette absence de carriérisme et par cette volonté de servir l'intérêt général. Un mot aussi, puisque j'ai été cité par ma fonction actuelle, président de l'Observatoire de la laïcité. Certains d'entre vous se demandent peut-être encore que le président l'ait fort bien dit. Pourquoi la laïcité et qu'est-ce que ça a à voir avec notre réunion d'aujourd'hui? Ça a beaucoup à voir, en fait, mesdames et messieurs. La laïcité, il ne faut jamais l'oublier, beaucoup l'oublient, c'est d'abord une liberté. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de changer de religion. C'est la liberté de pratiquer sa religion. La laïcité n'est donc pas une opinion, c'est même pas, au sens propre du terme, une valeur. La liberté, l'égalité, la fraternité sont des valeurs. La laïcité est un principe politique qui gouverne donc la vie de la cité et qui s'appuie sur un certain nombre de règles juridiques. Mais c'est plutôt par ce que j'appellerais l'esprit de la laïcité que par son contenu juridique qu'elle a à voir avec notre manifestation de ce soir. Au fond, l'esprit de la laïcité, alors même que ni le mot ni la chose n'existaient, ce sont des hommes et des femmes, notamment sur les deux rives de la Méditerranée, mais pas que, qui ont eu à différentes époques, avant la Renaissance, pendant la Renaissance, cette audace extraordinaire de penser par eux-mêmes, de penser par elles-mêmes, de s'affranchir des dogmes, aussi bien scientifiques que religieux, de faire appel à la raison. Et la démarche de laïcité est précisément celle-là, se débarrasser de ses préjugés, penser par soi-même, faire appel à la raison, plutôt que d'être prisonnier de ses préjugés, de ses émotions. Et cette démarche a quelque chose à voir avec la démarche scientifique que vous avez les uns et les autres, les lauréates et lauréats, si bien évoqués. Et nous en avons besoin, en effet, aujourd'hui, de cette laïcité, comme nous avons besoin de la démarche scientifique, parce que je n'aime pas les grandes phrases, je n'aime pas le pessimisme, j'aime me raccrocher à tout ce qui se fait de bien. Il se fait beaucoup de choses de bien, mais quand même, la menace de l'obscurantisme est beaucoup plus forte qu'elle n'a été depuis longtemps, dans différents domaines, et notamment dans les domaines scientifiques, mais aussi dans les domaines de notre organisation collective. Cela se fait sur le créationnisme, cela se fait sur beaucoup d'autres sujets, et l'un des objets de ce qu'on appelle l'enseignement laïque du fait religieux
et plus généralement de l'éducation morale et civique, et d'apprendre aux jeunes l'esprit critique, d'apprendre à penser par eux-mêmes précisément, d'apprendre à distinguer ce que vous aviez très bien dit entre savoir et croire, entre connaissance et croyance. Et pour trop de jeunes aujourd'hui, quelle que soit leur culture, le mélange est constant et il faut leur apprendre à distinguer. Et puis, il faut faire partager, je ne sais pas très bien ce que je peux faire, mais on va en parler, je vais réfléchir, on va en parler avec aussi monsieur le membre du CSA. On peut peut-être, avec beaucoup d'autres, avec des chercheurs, des savants, des scientifiques, se battre pour que la science ait beaucoup plus, comme vous l'évoquiez, dans votre jeunesse, droit de cité. Ça ne doit pas être complètement impossible, parce qu'on a des gens de l'époque, dont certains sont encore présents, qui sont passionnants et passionnés comme vous l'êtes. Et c'est important, de ce point de vue, de distinguer savoir et croire. C'est important aussi, et vous l'avez chacun, chacune à votre manière bien exprimé, de faire partager une passion. De montrer que dans la vie, c'est magnifique quand on a une passion. Qu'il n'y a pas que les soucis, qu'il n'y a pas que les intérêts à court terme, qu'il n'y a pas que cette valeur étalon de l'argent. La science, par nature, par essence, est désintéressée ou devrait l'être. Elle vise à accroître le patrimoine commun de l'humanité, non pas un bénéfice personnel. Et c'est cela aussi qu'il faut faire partager, et qui, mon cher Christophe, n'est pas en effet complètement dépourvu de rapport avec l'art, qui est aussi création, qui est aussi partage, qui est aussi aventure, ô combien personnelle, intellectuelle. Et tout cela, il faut que nous puissions, c'est le travail des organisations qui se rattachent ici, de l'AMSI, de la Cité des Sciences en Tunisie, nous les fassions partager. Nous les faisons partager aux jeunes, à nos concitoyens, aux gens qui sont les plus défavorisés, vous l'avez cité, les plus éloignés de la connaissance. Ça ne devrait pas être complètement impossible. Alors, encore une fois, je n'ai pas mandat pour cela, vous ne l'avez pas non plus, mais tirons profit de ces échanges, de ce que vous avez dit, pour, et je vais employer un mot, j'espère qu'il ne vous choquera pas, pour être des bons militants de la science, de la sagesse et de l'esprit critique. Nous avons tout à y gagner et faire en sorte que la flamme de la science ne soit pas éteinte par l'obscurantisme. Je vous remercie. La cérémonie tire à sa fin. J'invite tous les lauréates et lauréats sur scène pour une photo finale. Et on peut encore à nouveau les applaudir. Tout au fond. Il faut regarder tout au fond. Ah, le diplôme. Non, le diplôme. Ah. Ah. Bonsoir à tout le monde. Je suis Bouchra Mlaïh, une étudiante tunisienne de professeur Ben Ammar El Gaïd. J'ai voulu profiter de cette occasion pour la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous.
Je vous remercie, professeur, pour tout ce que vous avez fait pour l'immunologie, pour notre université et surtout pour votre humanité avec tous les étudiants. Merci beaucoup, madame. Vous l'aviez amplement mérité, ce prix. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre venue. Bravo encore aux lauréats et bonne soirée.